Merci aussi à Radio Phare de nous avoir invités. C'est vraiment très gentil, j'apprécie. Chaque fois qu'on peut parler de l'association, je crois que c'est une occasion pour nous de vulgariser un petit peu ce que nous faisons. Et ça me fait très plaisir. Alors merci à Radio Phare et merci aux éditeurs qui nous écoutent. Bonjour Nicole. Bonjour, je suis très heureuse aussi de participer à cette émission aujourd'hui. Alors Charles, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que sont les initiales d'ACSER? ACSER, ce n'est pas un sigle, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un nom. Ce serait peut-être un peu trop long d'expliquer l'origine de ce nom, mais en fait, cela veut dire apprendre à mieux vivre sa vie professionnelle. Nicole, d'ailleurs, pourrait vous indiquer la signification exacte de ce mot accès. On ne dit pas ACSER, on dit accès, qui peut représenter un axe. Alors, ACSER, Association contre la souffrance dans les entreprises et les remèdes à y apporter. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes à Paris aujourd'hui, exceptionnellement, dans le cadre de cette émission qui est donc consacrée à la souffrance au travail. Dites-nous un petit peu, quelle est la mission de cette association? Il y a actuellement, je ne parle pas de la région parisienne, mais sur toute la France plus généralement, et bien sûr dans tout le monde occidental, beaucoup de souffrance dans le milieu professionnel. Il y a des associations qui se donnent dans ce travail-là, mais beaucoup d'associations qui aident dans la souffrance visible. Nous avons opté plutôt pour aider dans la souffrance invisible qui souvent est beaucoup plus importante que la souffrance visible telle que les SDF, le tiers-monde, etc. Enfin, c'est mon avis. Pourquoi c'est ça, mon avis? Parce que j'ai remarqué, nous avons remarqué, Nicole est bien placée puisqu'elle est médecin du travail, que la souffrance se manifeste de plus en plus dans notre monde occidental et en particulier en France. Alors la souffrance au travail est une réalité. Les entreprises ont trop négligé le phénomène. 1 sur 5, c'est donc la proportion de salariés en souffrance dangereuse au travail. Est-ce votre constat également au quotidien? Est-ce que vous trouvez que la part de salariés en situation de mal-être est assez élevée? Vous savez, la souffrance, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Vous avez parlé de 1 sur 5. Je crois qu'on peut dire que cela dépasse largement les 1 sur 5, suivant bien sûr ce qu'on met derrière le mot souffrance. De la souffrance extrêmement grave, heureusement, il y en a beaucoup moins. Il y a des statistiques qui viennent de la FNAC qui indiquent 10% de grande souffrance au travail. Il y a d'autres statistiques de l'INSEE. On a recueilli nous-mêmes pas mal de statistiques. Ce serait peut-être un peu long d'en parler, mais elle existe. Je pense souvent à ces personnes qui, le soir, se couchent sans pouvoir dormir parce qu'elles paniquent à l'idée, le lendemain, de pouvoir aller au boulot. Il y a ceux qui se disent le dimanche soir, aïe, il va falloir encore commencer une semaine et affronter mon patron. Mais bon, c'est une réalité. On se retrouve parfois confronté avec des souffrances extrêmes et difficiles à percevoir à notre niveau si on n'est pas passé par là. Nicole, qui travaille dans la médecine du travail, est confrontée pratiquement chaque jour à des personnes qui sont devant la souffrance au travail, et je crois qu'elle pourra en parler tout à l'heure, mais nous, c'est au quotidien vraiment qu'on peut ressentir ça. Donc vous aidez des personnes qui vous contactent, et ça se passe sur Internet, sur le site d'ACSER. Oui, on a choisi cette forme de contact parce qu'il existe beaucoup d'associations, de cabinets de psychologie aussi, qui aident de vive voix les personnes. On a choisi pour différentes raisons, je pourrais peut-être les exprimer un peu plus longuement, mais c'est vrai que le fait d'être par Internet présente de multiples avantages. Entre autres, la personne est dans son cadre de vie, elle pose les questions en y réfléchissant, c'est par mail que ça se fait, souvent par mail. Donc déjà, le fait même qu'elle puisse s'exprimer et présenter sur un email ou sur un traitement de texte lui permet de mieux réfléchir plutôt que faire les choses spontanément. Et puis nous, quand nous recevons les demandes d'aide, donc les questions de ces personnes-là, nous pouvons aussi beaucoup plus réfléchir à la réponse à donner, à apporter. Et à partir de là, pouvoir faire des échanges, mais de façon posée et toujours dans un cadre qui nous permet d'être plus dilettantes. C'est vrai que le mail est aussi quelque chose qui est très souple, qui permet de pouvoir se consacrer au temps choisi, au moment choisi, au moment où on est en forme. Ça présente de nombreux avantages, oui. Une association qui a 6 ans d'existence. Nicole. Je pourrais rajouter qu'en fait, beaucoup de personnes sont dans la souffrance parce qu'ils sont aussi dans l'isolement, qu'elles n'osent pas parler de leurs problèmes. Et le fait de pouvoir exprimer une souffrance, que ce soit par écrit ou par oral, c'est déjà une première étape pour sortir de l'isolement. Et puis, ça permet aussi d'avoir les moyens déjà d'y faire face.
Alors Nicole, vous êtes médecin du travail, vous êtes aussi un peu psychologue, d'après ce que m'a dit Charles aussi, et c'est aussi votre fonction, vous écoutez beaucoup avant même de soigner, et c'est aussi tout l'intérêt aussi des médecins du travail. Alors à quel type de situation la population fait-elle face le plus généralement? Quels sont les moins anxiogènes, quels sont les plus anxiogènes, Charles? Écoutez, il y a tellement de cas différents. Moi, je sens qu'il y a le stress de plus en plus fréquent, le burn-out, on pourrait en citer beaucoup de choses. Je crois que c'est aussi dû à ce que nous vivons en France. On a choisi les 35 heures, ce qui présente de gros avantages, mais on vit maintenant une époque de mondialisation, où en France, on doit faire dans le même temps, dans un temps beaucoup plus court, 35 heures, un travail qui demande beaucoup plus de temps dans d'autres pays. Et bien sûr, ça entraîne derrière beaucoup plus de souffrance, je crois, au travail. La concurrence, le stress permanent, vous connaissez très bien ce qui se passe dans France Télécom, qui a été très médiatisé, où il y a eu des suicides. Maintenant, il paraît même qu'il y a des suicides à l'Office national des forêts, c'est peu dire. Voilà, donc on se trouve confronté à une situation, je crois, qui concerne spécialement la France, cette souffrance, et qui se répand un peu partout dans le monde entier. Mais ici, nous sommes confrontés à un cas extrême et qui va en s'empirant, ça on le constate. Vous m'avez parlé de stress, donc on peut en arriver au burn-out. Quel autre type de souffrance rencontrent les salariés dans une entreprise? Là, je vous dirai simplement ce que je ressens moi. J'ai l'impression que le type de souffrance qui s'exprime fréquemment, c'est la frustration, le conflit. Par exemple, un sujet récurrent qui nous vient, c'est le changement de poste de travail. Beaucoup de personnes viennent s'exprimer, on me change de poste de travail, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux rouspéter? Est-ce que je peux réclamer? Est-ce que c'est légal, etc. Donc, des personnes qui, pour un oui ou pour un non, sont déplacées, elles ont signé un contrat pour tel poste et puis elles sont déplacées parce que les impératifs de l'entreprise font qu'il faut faire autre chose maintenant. Et il y a des incompréhensions, beaucoup de frustration, parfois de l'amertume. Et il faut faire face à toutes ces choses-là, des situations de conflit aussi. Alors, est-ce qu'on est médiateur? Est-ce qu'on donne du conseil pratique ou psychologique? Il y a un peu de tout ça chez nous. Et cette souffrance-là est-elle légitime? Vous l'accompagnez dans ce que ressent le salarié? Est-ce que vous l'aidez à exprimer sa façon de réagir? Ou est-ce que c'est aussi peut-être aussi l'employeur qui pourrait faire mieux? Est-ce que vous en arrivez même jusqu'à... Non, vous ne contactez jamais les employeurs. Notre boulot, c'est d'abord d'aider les personnes qui sont dans la souffrance. Si un employeur est dans la souffrance, il n'y a aucun problème, on est là. Il y a d'ailleurs une de nos rubriques, qui est la rubrique cadre, qui est réservée surtout pour des cas spéciaux qui concernent les cadres. Le burn-out les concerne davantage. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des situations de conflit. Vous parlez tout à l'heure de la légitimité, je crois. Chacun pense que son cas est légitime. Donc on ne peut pas dire je donne raison à une personne ou je donne raison à l'autre. Je crois que la situation est la suivante. Il faut d'abord dire ce qu'on ressent, c'est exprimer son sentiment, c'est vrai, mais surtout après essayer de voir la situation telle qu'elle est. Ce que je recommande souvent, ce que je donne comme conseil, je ne sais pas si vous avez entendu parler du DESC. Non. Le DESC, c'est un système pour essayer de bien voir la situation, de se recadrer. DESC, D-E-S-C, DESC comme description d'une situation, c'est la photographie de ce qui se passe. E, l'enseignement que cela nous apporte, alors c'est plus du sentiment. S comme les solutions à apporter. Parfois il y a plusieurs solutions. Il y a les solutions exprimées par l'employé, il y a les solutions exprimées par le patron. Et les conséquences de ces solutions. Et à partir de là, pouvoir faire une synthèse pour dire, ben voilà, on peut arriver à telle solution. Et on essaye de trouver une solution sous forme de médiation qui permet de contenter le maximum. Alors, on n'est pas là, bien sûr, pour faire de la médiation entre les salariés et les patrons. C'est pas du tout ça. On essaye plutôt de faire prendre conscience aux salariés qu'il y a une situation qui est peut-être différente de son ressenti. Et donc des conséquences différentes de ce qu'il exprime lui. Alors vous nous avez évoqué le stress, il existe différentes formes de stress, il y a le stress chronique, de temps en temps le stress aigu, peut-être un peu plus fort. Vous nous avez parlé aussi de frustration, il existe aussi des cas de plus en plus fréquents de harcèlement moral.
on peut aller jusqu'à peut-être même la violence physique. Et puis il y a aussi tout simplement le sentiment de mal-être au travail. Est-ce que vous rencontrez ces cas-là? Et ils font partie aussi de ce qu'on appelle la souffrance au travail. Sur le site, nous avons essayé d'exprimer le maximum de souffrance, de cas de souffrance plus exactement. Mais le fait d'exprimer des cas de souffrance ne servira à rien si on n'apporte pas derrière la solution. On essaye donc de trouver des pistes de sortie qui permettent à la personne d'avoir une réponse concrète. Alors, des cas de harcèlement, c'est très connu, il y en a. Il y en a aussi parfois qui sont exagérés. Nicole, en tant que médecin du travail, il y a eu toutes sortes de cas, je crois, un panel. Elle pourrait donner des exemples qui vont du harcèlement reconnu à parfois du harcèlement abusif. Et des personnes se trompent parfois elles-mêmes, disent voilà, je suis harcelé. Alors que, ma foi, ça faudrait peut-être recaler un petit peu les choses. Il y a le stress qu'on rencontre de plus souvent. On avait identifié au niveau d'Axer une 50aine d'origines de stress, on pourrait en définir beaucoup plus que ça. Il y a le stress qu'on rencontre bien sûr aussi dans son milieu personnel et qui se retraduit dans le milieu professionnel. Et puis des formes de souffrance au travail, on pourrait en déterminer, mais alors à l'infini pratiquement. Autant de personnes, autant de souffrances différentes. Très bien, merci. Alors, comment détecter une situation à risque pour le salarié? À quels symptômes? Est-ce que je m'adresse au médecin, Nicole? Je crois qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent montrer qu'il y a une souffrance. Bon, déjà, les gens ne vont pas bien moralement, ils sont tristes, ils sont plus performants, ils viennent au travail à reculons. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent manifester que les gens vont pas bien, c'est sûr. Hein. Bon, quand ils peuvent en parler, c'est déjà une première étape, hein, parce que bon, ça permet déjà le fait d'exprimer les choses, ça permet déjà de réaliser qu'on n'est pas bien. Et puis, bon, je pense que la plupart du temps, les gens réalisent pas en fait qu'ils vivent une situation difficile. Enfin, je pense, par exemple, à des situations de burn-out. Bon, ça, c'est vrai, on n'en a pas trop parlé encore, mais c'est quand même des choses fréquentes chez les cadres. Et des fois, les gens sont pris dans un tel mouvement de travail avec des objectifs à atteindre. Ils sont pris par une quantité de travail énorme, et puis ils réalisent pas qu'ils sont en train de s'épuiser complètement. Et le jour où ça craque, ça peut être très grave. Les gens peuvent mettre beaucoup de temps pour se remettre. Moi, je peux citer le cas d'un monsieur que j'ai vu cette semaine dans le cadre de la médecine du travail. C'est un cadre d'une grosse entreprise. Il a vécu vraiment une situation de burn-out sans s'en rendre compte. Il avait accumulé tellement de travail qu'il travaillait tous les soirs, il travaillait tous les week-ends, et puis un beau jour, il a eu un malaise au volant, et puis il a eu un accident, enfin pas trop grave heureusement, et là il a réalisé qu'il fallait faire quelque chose, et donc il a décidé d'en parler à ses responsables, et puis ils ont mis les choses sur la table, essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas au niveau de l'organisation du travail. Lui, de son côté, il a décidé aussi de ne pas prendre systématiquement du travail à la maison, et maintenant il va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que des fois, il faut aller jusqu'au bout des choses pour réaliser qu'on ne va pas bien. Et comment est-ce qu'on se rend compte que c'est à cause aussi du travail, hein? Le sujet de cette émission, c'est la souffrance au travail, pour arriver à distinguer ce qu'on vit à la maison, ce qu'on vit aussi dans son univers personnel, individuel, et puis ce qui se passe au travail. Est-ce qu'il y a des pensées ou des schémas de construction, des schémas types finalement? Tout est lié en fait. Hein. C'est vrai que si ça ne va pas au travail, on a plus de mal à assumer sa vie personnelle aussi. Moi, j'imagine les femmes, bon, je vois en région parisienne, c'est vraiment difficile. Des fois, avec les embouteillages, avec les temps qu'on passe dans les transports et tout ça, c'est de la souffrance aussi, hein, c'est de la fatigue. Et bon, tout ça, ça retentit forcément sur la vie familiale. Après, la mère, elle revient, elle est énervée, elle va s'irriter contre ses enfants. Donc, tout est lié, en fait. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux choses. Hein. Et puis, en même temps, bon, si ça va bien dans le couple, dans la famille, et puis que ça va pas bien au travail, bon, peut-être que le conjoint est là aussi pour aider la femme qui vit mal dans son travail ou inversement. Et tout est lié, on peut pas séparer les deux choses en fait. Alors quel impact dans le quotidien, dans le travail de quelqu'un qui vit mal son univers professionnel? Quel impact aussi pour sa santé? L'impact pour sa santé, moi, je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées au stress, qui sont liées au surmenage, qui sont liées à ce qu'on va pas bien dans sa tête. Hein. De toute façon, on parle des maladies psychosomatiques depuis longtemps. Tout ce qui est santé est lié quand même au psychisme. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un impact
On peut parler des maladies cardiovasculaires. Il y a une augmentation des maladies cardiovasculaires si on est stressé régulièrement. Il y a une augmentation bien sûr des dépressions, de l'hypertension artérielle. Quand on est surmené, on peut très bien mal manger aussi. Donc on peut avoir des problèmes de surcharge pondérale, des problèmes de diabète. C'est un tout. On ne peut pas séparer le corps, l'âme et l'esprit. C'est un tout en fait. Alors quelle aide spécifique et différente des autres proposez-vous ? Quelle aide spécifique nous proposons ? Oui, c'est vrai qu'il existe beaucoup de cabinets de psychologie. On a voulu un petit peu se démarquer de tout cela. On a donc décidé de faire cette aide que nous appelons la PPI, l'aide par Internet, tout simplement par les emails, les échanges d'emails. Et c'est cette forme que nous avons choisie pour nous distinguer un petit peu de ce que font beaucoup d'autres. Bon, c'était commode aussi pour agir au niveau de la France entière, alors que les cabinets sont beaucoup plus localisés. Voilà, donc on s'est engagé là-dedans depuis 2004. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous suivez un certain nombre d'étapes particulières avec l'internaute ? Est-ce que vous aviez des outils, des clés très pratiques ? Oui, alors nous avons, on pourrait dire, 2 orientations. Il y a les questions générales qui sont sur le site, et le demandeur, la personne qui cherche à résoudre son problème, est censée d'abord aller sur le site. Elle ne trouve pas sa question, il y a la possibilité de nous contacter par email. C'est ce qu'on appelle la PPI. Donc une fois que la personne a bien défini qu'elle n'a pas trouvé sa réponse, elle nous contacte et là, individuellement, on peut lui donner une réponse. Alors comment ça se passe ? Nous avons un coordinateur qui reçoit l'ensemble des demandes, l'ensemble des questions. D'une part, il regarde d'abord si nous pouvons répondre à ces questions, si nous sommes suffisamment compétents. Ça, c'est une première étape. Et s'il estime que nous sommes compétents, il l'envoie de façon anonyme à l'ensemble des conseillers. Les conseillers qui se sentent inspirés ou qui ont une compétence pour répondre se manifestent tout de suite. Et à ce moment-là, un échange peut se faire, qui peut durer une étape. Si la personne reçoit une réponse qui le satisfait tout de suite, ça dure une étape et un questionnaire manifeste son mécontentement ou au contraire sa satisfaction. Ou alors si jamais on ne répond pas correctement ou si cela demande un suivi beaucoup plus long, il y a la possibilité d'un échange entre un conseiller ou plusieurs conseillers et le demandeur, donc la personne qui souhaite résoudre son problème. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Nicole pour votre engagement à ACSER, et vous êtes basé à Paris. Merci de nous avoir accordé cette interview et puis bonne continuation, à bientôt. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup.